procès Matata, pour une certaine opinion, ce sont des manœuvres qui visent à écarter un candidat potentiel à l'élection de 2023. Estime le secrétaire général des Nations Unies y donner ce rapport au Conseil des Nations Unies. C'est dans ce contexte que s'ouvre ce 25 octobre le procès de Matata Ponyo. Déjà, d'aucuns le trouvent comme étant un procès de la honte. Nous allons essayer d'en parler aussi, d'en discuter sur ce plateau. Nous sommes dans une coprésentation avec Floride Zantoto. Bienvenue. Merci. Voilà, alors nous avons 4 invités, à savoir Maître Frédéric Tchingej. Bienvenue. Merci. Voilà, Éric Bilalé, avocat. Bienvenue. Merci. Voilà, Alain Bolodja, analyste politique. Bienvenue. Merci. Et aussi le professeur Alexandre Chouet. Bienvenue. Vous êtes économiste. Oui, économiste. Et voilà, effectivement. Alors, je vais commencer par les avocats. Maître Frédéric Tchingej, vous aviez suivi le dernier rapport des Nations Unies. Une toute première dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour un secrétaire général des Nations Unies faire un rapport et puis fait mention d'une personnalité politique assez importante. Évidemment, moi j'ai toujours dit que le droit est une affaire de vérité, bien que d'autres personnes prennent parfois le droit comme une manœuvre, mais pour nous, c'est une affaire de vérité. Quand devant vous se tient une vérité, je pense que c'est très clair quand on est honnête de pouvoir soutenir cette vérité-là. Dès les premiers jours où je suis passé par ici, je vous ai dit que si on devait s'en tenir qu'au droit, ces procès n'auraient jamais lieu. Si nous ne pouvons que dire non, qu'est-ce que les textes disent, ces procès n'auraient jamais lieu. Mais si nous sommes en train de nous avancer vers les procès, ce que vous dites, c'est un forcing. Et un forcing, lorsque nous sommes sur le plan de la procédure judiciaire, les forcing ne peut pas avoir comme base le droit. Donc on doit rechercher ailleurs les raisons de cette procédure déjà entamée. Maître, si je vous comprends bien, ça veut dire que vous appuyez aussi la position du secrétaire général des Nations Unies. Évidemment, pas seulement sa position, c'est la position de plusieurs. Parce que quand la procédure contre le sénateur Matata Ponyo a commencé, nous avons suivi sur le plateau de télévision et de partout les gens réagir. La plupart ont vu venir un forcing. Et ces forcings-là, c'est celui-là que nous parlons de tout le temps ici, c'est de tenter de résoudre un problème politique par la voie judiciaire. Les questions politiques se traitent dans la politique et le droit doit demeurer dans son indépendance pour que, une fois qu'une décision est prise, que tout le monde comprenne que c'était ça la vérité judiciaire et la vraie. Voilà. Maître Éric Bilalé, vous êtes internationaliste. Qu'est-ce que ce rapport pourra créer comme incidence sur les déroulés du procès? Oui, merci Jean-David. En fait, d'abord, ce rapport est présenté, c'est un travail ordinaire d'un secrétaire général devant le Conseil de sécurité. Et qu'est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU qui a une responsabilité prépondérante en matière de la paix et de la sécurité internationale va en faire? Ça, c'est un autre débat. Du point de vue judiciaire, moi, je préfère plutôt aborder cette question avec beaucoup de prudence. Oui. Et je pense que le grand travail, quels que soient les rapports du secrétaire général de l'ONU, se fera sur le terrain judiciaire par des avocats. Ce sont des avocats parce qu'on ne voudrait pas, par expérience, faire des a priori sur le comportement du juge, quelle attitude va avoir le juge, parce que saisi par le procureur, parce que le procureur c'est le juge, c'est le juge qui va dire les droits, mais les avocats ont une part considérable de responsabilité dans cette affaire. Ce sont eux qui devront démontrer que tel est innocent ou tel est coupable. Parce que si les avocats ne sont pas en mesure de démontrer l'innocence d'un client, le client est cloué. Et s'ils le sont, parce que vous savez, le procès pénal, c'est un affrontement entre une partie accusée et le ministère public qui défend la société. Ils prétendent défendre. Alors, je crois que sur le terrain judiciaire, c'est une responsabilité. Mais là, vous vous situez au niveau du procès. Mais nous sommes d'abord au niveau de ce qu'a été la réaction ou le comportement du secrétaire général des Nations Unies qui, à mon avis, pour une toute première fois, vous avez un secrétaire général
des Nations Unies qui aborde cette question auprès d'une instance, d'un organe, l'organe le plus haut placé du Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité, et qui parle de ce dossier et qui estime que le dossier est politisé. Oui, politiquement et internationalement, le rapport du secrétaire général fait au Conseil de sécurité peut avoir des implications du point de vue diplomatique. On peut poser des questions, mais du point de vue judiciaire, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre ce que dirait le Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question ou ce qu'a dit le secrétaire général et la procédure judiciaire pénale nationale. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous ne sommes pas devant une instance internationale. Si on était devant la Cour pénale internationale, je donne une hypothèse, où une personne, par rapport à une situation déférée par le Conseil de sécurité de l'ONU à la Cour pénale internationale est poursuivie, le Conseil peut intervenir en aval pour empêcher des poursuites ou en demander la suspension. Et là, nous sommes dans deux situations séparées. Il y a une procédure pénale nationale qui s'est faite à l'encontre d'un individu et il y a un rapport du Conseil du secrétaire général de l'ONU devant le Conseil de sécurité. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait analyser cette question avec beaucoup de prudence et de sérénité. La question liée à la procédure pénale nationale est gérée par les avocats. Et les avocats doivent jouer leur rôle. Je ne voudrais pas que les avocats ne jouent pas leur rôle comme dans des procès précédents, que les avocats jouent réellement leur rôle. On ne peut pas à ce stade dire que tel est coupable, parce que je suis d'ailleurs heureux que le Premier ministre Matata Ponyo soit libre, parce que je souhaiterais le voir comparaître personnellement, librement, jusqu'à la fin du procès et démontrer son innocence. C'est très important. Alors, le rapport du secrétaire général aura des implications politiques internationales et c'est au Conseil de sécurité de voir. Il pourrait faire des recommandations à la République démocratique du Congo tout en veillant sur le respect de l'indépendance de la justice, parce que c'est d'ailleurs, moi je pense que le Conseil de sécurité, aujourd'hui, il s'est décidé d'écrire à la RDC, il lui demanderait de veiller sur le respect des droits de l'homme, sur le respect des droits civils et politiques des personnes poursuivies. Bref, une procédure équitable à l'égard des justiciables. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut veiller sur ça et être beaucoup plus prudent. Par expérience, on devait être beaucoup plus prudent, en fait. Voilà, Monsieur Alain Bolodja, vous êtes analyste politique. Est-ce que ce procès a raison d'être? Parce que déjà, si au niveau international, on est en train d'épingler les noms d'une personnalité, c'est que ça salit même l'image internationale de la RDC. Bon, je crois que si nous pouvons jeter un regard sous un angle purement politique, vous allez vous rendre compte que nous sommes là en train aussi de juger notre Constitution et surtout la Cour constitutionnelle. Parce qu'en lisant clairement ou de manière directe la Constitution dans son article 158, on nous a dit aussi dans cette Constitution que nous devons veiller sur le mécanisme du renouvellement, voyez-vous, de membres de la Cour constitutionnelle. Il vous souviendra qu'il y a eu un débat houleux sur non seulement la nomination de ceux qui sont aujourd'hui juges de la Cour constitutionnelle, mais aussi le problème du renouvellement. Parce que d'après l'esprit de la Constitution, on devait avoir trois nouveaux juges qui devaient remplacer les anciens par le mécanisme de tirage au sort. Fort malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été fait. Un autre problème, c'est par rapport à la désignation. Voyez-vous, la personne qui est aujourd'hui à la tête de la Cour constitutionnelle est bénéficiaire de l'éjection, si je peux le dire, des deux autres membres qui voulaient d'ailleurs aller au niveau de la justice pour porter plainte par rapport à leur départ de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un autre élément. Un autre élément, c'est aussi par rapport à la compétence de cette Cour. Parce qu'en lisant clairement l'article 163, 164, 165 et même 166, la Cour n'a pas compétence de juger un ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas compétence, je ne sais pas, peut-être sous réserve des juristes qui sont là. On va les écouter tout à l'heure. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle ont-ils compétence
de juger un Premier ministre sortant ou un ancien Premier ministre. Ce qui veut dire qu'au regard de tous ces éléments-là, je crois que c'est aussi une occasion pour nous qui observons les juristes de loin de voir si effectivement ils disent que le droit ou ils font le droit politique. Parce que je ne peux pas comprendre que la Cour constitutionnelle, qui est chargée de constater la constitutionnalité des actes et de lois, puisse faire fi ou négliger l'approche ou la vision du constituant pour adopter une approche purement politique. Parce qu'en réalité, la Cour ou le juge n'ont d'autorité que la loi. Et lorsque nous voyons tous ces éléments, je me dis, peut-être que au niveau international, comme l'a dit d'ailleurs Maître, au niveau international, on se rend compte que nous sommes en train de dévier à la philosophie constitutionnelle. On voudrait utiliser la Cour constitutionnelle pour des fins politiques, et ce qui justifierait probablement l'attitude, pas du secrétaire général, mais du secrétariat général. Ce n'est pas le secrétaire, il engage la structure, il engage son organisation. Et ce n'est même pas seulement le secrétariat, c'est toute l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Et lorsque on arrive au niveau du Conseil de sécurité, ça a une donne politique. C'est vrai que sur le plan juridique, ça peut boiter, mais sur le plan politique, ça a une incidence sur le fonctionnement et même sur la crédibilité, voyez-vous, de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous le dire, la vision que l'on donne ou l'image que l'on donne en dehors de nos frontières, c'est un pays qui ne respecte pas sa constitution, qui peut utiliser sa cour constitutionnelle pour se rendre de compte. Donc je crois qu'à ces niveaux-là, nous devons réfléchir à deux fois. Alexandre Chouet, moi je vous pose cette question. Vous êtes enseignant à l'université. Alors, dès que vous avez appris cette position du secrétariat général des Nations Unies, il l'a dit, à travers son secrétaire général Guterres, quel est votre regard critique par rapport à cette information nationale qui est portée au plus haut niveau d'un organe international? Merci beaucoup. La question est très pertinente, mais il faut noter que la RDC est membre de l'organisation. Et donc, les questions qui concernent la RDC sont des questions qui ont aussi beaucoup d'intérêt pour ces personnes. Et étant aussi entendu que la RDC est appelée à jouer un rôle très important dans la dynamique du développement et du progrès en Afrique. Alors moi, quand j'ai appris cette nouvelle, ça ne m'a pas totalement choqué ou bousculé, parce que dans mon esprit, effectivement, je m'attendais à ce que certains esprits grands et honnêtes et sincères puissent justement reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la démarche qui est en place. Si il y avait erreur de la part de Matata Ponyo, il aurait fallu que la procédure soit très claire dès le départ pour qu'on ne puisse pas tergiverser, que ça a été le cas. Et quand quelque chose est mal conçu, dès le départ, nous voyons que la procédure pose problème. Et il y a des phrases qui sont très éloquentes en français qui disent que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire viennent avec aisance. Oui. Mais quand la chose fait l'objet de beaucoup de bousculades, ça montre qu'il y a un flou. Et si aujourd'hui le secrétaire général des États-Unis arrive à prendre position par rapport à cette question, c'est qu'effectivement, c'est à un autre niveau que les gens comprennent qu'il y a un malaise. Et j'estime que ça fait pas bonne presse pour la RDC que l'on puisse établir à la face du monde qu'il y a un problème de procédure au niveau de la justice alors que le pays est engagé depuis des années dans... Donc ça veut dire que déjà avec ce procès, aujourd'hui, le monde entier est au courant que sur ce dossier, sur ce procès, en tout cas, la Cour constitutionnelle s'y est mal prise. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs depuis qu'on a commencé cette série d'attaques contre la personne de Matata Ponyo. Il y a eu beaucoup d'erreurs de parcours et ça montre effectivement qu'il y a un malaise dans le mode de gouvernance du pays et surtout dans le domaine de la justice. Et pourtant, le pays est engagé depuis des années dans un cycle de réforme. Donc ça n'aboutit pas et ça, c'est pas bonne presse. Si nous voulons aller de l'avant, il faut aussi donner des signaux qui vont justement amener les gens à croire en nous. Mais si les signaux ne parlent pas en la faveur du pays, est-ce qu'on a raison de se taper le torse pour dire que nous avançons? Je pense qu'il y a quand même lieu d'être honnête et de reculer petit dedans. Ça ne va pas. Parce que c'est une question nationale, certes, mais qui a une portée grandiose parce que la personne de Matata Ponyo a quand même une certaine renommée dans le milieu politique africain et mondial. Il y a des relations aussi avec des gens. Et bien quand on entend parler
en mal de Matata, il y a lieu de se demander mais pourquoi on parle de lui en mal? Qu'a-t-il fait ou que se passe-t-il? Parce que beaucoup ont une image de la personne. Alors ceux qui ne connaissent pas la personne peuvent dire tout ce que bon leur semble, mais ceux qui savent qui est Matata ou que vaut Matata, eh ben, ils prennent un peu de recul pour dire mais qu'est-ce qui se passe exactement? Donc ils s'interrogent. Et je pense que si le secrétaire général l'a fait, c'est pas parce qu'il est cousin ou frère de Matata, mais c'est parce que justement il a pris le temps de réfléchir à suffisance autour de la question. Donc c'est quand même un peu choquant. Et encore choquant parce que nous avons suivi le chef de l'État parler à partir de l'Est du pays. Il a parlé en bien de Matata. Mais c'est lui le patron même de la justice dans ce pays, disons-le. Mais si lui, il estime que Matata est quelqu'un de bon, de bien, et qu'il a fait quelque chose pour ce pays, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, et que la justice traite le dossier avec une vitesse pas très constante, c'est pas qu'il y a un problème de contradiction. Et cette contradiction affaiblit l'État. Parce que la force de l'État réside aussi dans la cohérence, dans la conception et dans la conduite de l'action gouvernementale. Mais lorsqu'il y a des problèmes au niveau conceptuel et que la mise en œuvre pose problème, ça fragilise, ça fragilise. Moi, je pense que quand le président de la République avait soulevé cette question, il aurait fallu que le gouvernement analyse avec beaucoup de froideur la question. On dit non, attention, n'allons pas vite en besogne, ne laissons pas la justice éclabousser le pays parce que le président de la République a donné une lecture sur la place publique. Et attention, il faut insister là, ce n'est pas la présidence, bien sûr, c'est le président de la République qui a parlé. Voilà. Alors, je vais justement vous donner cette occasion de pouvoir continuer avec des questions, mais je vais profiter de poser cette question à Maître Frédéric. Maître Frédéric, lorsque une telle question nationale quitte les frontières congolaises, quitte les frontières nationales pour arriver jusqu'au plus haut point, au Conseil de sécurité, ça veut dire qu'en amont, préalablement, il y a eu une approche de documentation pour savoir ce qui se passe et arriver à cette position. Évidemment, vous êtes sans ignorer que nous cohabitons avec la MONUSCO, ça fait des années. C'est supposé que tout ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays est au même moment examiné par les Nations Unies à travers la MONUSCO. Et le rapport tel qu'il a été déposé sur la question de Matata Ponyo, il y a des évidences que tout juriste ou quiconque peut lire les textes de loi et comprend qu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire régulière. Parce que, en termes de procédure, parce que je suivais mon confrère dire, les avocats ont un grand rôle. Et c'est vrai. Mais pour les avocats, ce grand rôle à ce stade n'est pas de justifier la culpabilité ou l'innocence de Matata. Non. Parce que nous lisons l'article 16 de notre Constitution que les Nations Unies maîtrisent. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes que la loi prévoit. C'est un principe universel. C'est universel. Et si nous examinons la procédure de Matata Ponyo, nous comprenons que sur le plan de la forme, rien n'a été fait en vertu de la loi. Premièrement, Matata Ponyo n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Devant cette Cour. De la Cour constitutionnelle. Oui. Le procureur près cette Cour-là n'a pas qualité. Donc c'est du forcing, tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous disons que, sur pied de cette disposition qui est universelle, tout le monde peut comprendre qu'il n'y a rien de procédure sur le plan interne ou international. Il fallait que son juge naturel ou le procureur près son juge naturel déclenche les poursuites. Celui qui les a déclenchées n'en a pas la qualité. Donc ça veut dire qu'à la MONUSCO là-bas, ils ont aussi la constitution congolaise. Évidemment, parce qu'ils sont chez nous. C'est une mission pour la RDC. C'est une mission pour la RDC. Et on ne vient pas en RDC sans maîtriser les textes. Et les premiers de nos textes, nous avons la Constitution qui vient en premier. Et la disposition qu'elle vous donne, elle est constitutionnelle. Alors, les procureurs qui poursuivent Matata Ponyo n'a pas qualité. Nous comprenons d'entrée de jeu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des deux, Matata Ponyo n'est pas Premier ministre en fonction. Pour que cette cour-là, demain, l'entende, parce qu'on dit que l'affaire est fixée. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas informés quelles sont les charges qui sont portées sur Matata Ponyo, par exemple. Donc, il y a violation du droit de la défense, et les droits de la défense. Nous les retrouvons également dans la Constitution comme même socle de notre justice, le respect des droits de la défense. On ne peut pas poursuivre quelqu'un jusqu'à ramener son dossier devant un juge sans lui soumettre les charges. Il va répondre de quoi au juste? Quelles sont les charges que le procureur retient contre lui? C'est très important. Mais Bukanga Lonzo Non, Bukanga Lonzo, nous sommes au fond. Nous sommes au fond sur Bukanga Lonzo.
J'ai parlé de la forme. Oui. Mais quand on parle de Bukangalozo, ce n'est pas une infraction. Bukangalozo, c'est le nom d'une cité. Vous comprenez? Donc il faut arriver à faire comprendre à la personne que Bukangalozo n'est pas repris dans les textes de loi. Il s'agit des faits que nous présentons, et en prenant ces hypothèses des faits que nous présentons, en les insérant dans les hypothèses légales, regardez ce que ça vous produit. Vous devez répondre de telles charges, de telles charges. Cela n'a jamais été fait jusqu'à ce jour, parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'a jamais été entendu devant les procureurs sur cette question. Si l'affaire est déjà devant le tribunal, c'est sur base de quelle procédure? Parce que nous sommes juristes. C'est sur base de quelle procédure? Donc, le procureur s'est dit qu'il envoie un dossier devant un juge contre une personne sans justifier qu'il a eu à mener une instruction préjuridictionnelle d'une manière régulière avant de fixer. Donc nous sommes devant une situation où si le secrétariat général a ramené ce dossier à ce niveau-là, c'est parce que quand nous-mêmes, nous ne savons pas faire le toilettage de notre propre pays, les autres peuvent le faire pour nous. Vous comprenez? Parce que nous sommes membres aussi de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est un rappel, si je comprends bien, c'est un rappel à l'ordre. Évidemment. Et il ne faut pas oublier, parce que nous pensons très souvent que lorsqu'on amène une affaire devant les conseils de sécurité ou devant les Nations Unies, ça ne peut pas jouer sur... Non, ça peut jouer. Parce que si vous suivez la procédure... Nous avons les 15 membres permanents du Conseil de sécurité. Oui. Dès que l'affaire est portée devant ces membres, ils vont statuer dessus. Mais ce n'est pas contraignant. Et si... Non, ne vous en faites pas, il y a des contraintes. Allez faire des recherches, vous comprendrez. Allez-y, expliquez-nous alors. Ces membres ont le pouvoir de contraindre une nation à respecter les droits fondamentaux. Parce qu'il y a toujours une pression qui peut atterrir sur un État. Lorsque c'est comme un État qui pratique le massacre de son peuple. Vous pensez que le Conseil de sécurité peut dire que non, comme on ne peut pas le faire, on attend? Est-ce qu'on peut envisager des sanctions envers certaines autorités de pays qui... Évidemment, il y a des sanctions de pression. On peut... À l'époque de Kabila, il y a des personnes qui ont été interdites de se déplacer. Ce sont des sanctions. Les juges de la Cour peuvent être sanctionnés. Ils peuvent, c'est-à-dire, je vous dis que ne nous limitons pas à dire que c'est un semblant de... Non. Cette affaire est portée devant les Nations Unies. Ce n'est pas pour aller rester dans les tiroirs. Parce qu'il y a les membres qui vont exploiter ça. Après avoir exploité, ils ont des mesures qu'ils prennent toujours. Ne vous en faites pas. Voilà. C'est bien qu'ils ne vont pas porter atteinte sur une procédure judiciaire déjà entamée. C'est une évidence. Mais ils ont toujours des formes de pression sur les États. Parce que l'État n'est pas dirigé par la masse, c'est dirigé par une personne qui incarne tous les pouvoirs, qui incarne même s'il faut créer une stabilité des institutions, c'est cette même personne-là. S'il y a des pressions sur la RDC, il y a un répondant, c'est le président de la République. Donc, quand vous violez dans un État viole les droits fondamentaux, ça ne jouera pas seulement sur cet État-là, parce que cette constitution-là n'est pas une constitution limitée aux droits internes. Non, ça joue également parce que quand nous allons adhérer dans une organisation internationale, nous y allons avec notre constitution. Donc, toutes les personnalités de cette organisation ont la capacité aussi d'interpréter notre constitution pour voir si nos dirigeants respectent. Voilà. C'est aussi important. Maître Eric Bilale, est-ce que ce rapport pourra jouer en faveur de Augustin Matata Poney? Oui, politiquement, si ce rapport, comme le rapport le dit, politiquement, comme je l'ai dit, en fait, du point de vue du cours de procès, parce que là aussi, j'ai des réserves prudentes en ce qui concerne la qualité de la procédure telle que menée par les procureurs depuis sa requête aux fins de fixation adressée à la Cour constitutionnelle. Bon, ce qui concerne les questions de compétence, je ne peux pas revenir là-dessus parce que ce sont des questions à dire devant le juge et j'ai beaucoup de réserves là-dessus aussi. Je vous dis, le rôle des avocats est prépondérant dans cette affaire. Vous savez, dans une procédure pénale, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la liberté, il y a la vie, il y a les patrimoines. Donc, il faut que les avocats jouent pleinement leur rôle. Et à quel moment ils doivent jouer ce rôle-là? À tout moment. Ici, nous sommes par exemple dans la phase préjuridictionnelle. Le Premier ministre a dénoncé la procédure au niveau de la forme. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je respecte les positions prises par les confrères. Oui. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur cette question. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant sur cette procédure-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire devant le juge. Alors, je voudrais simplement dire que les avocats ont un rôle prépondérant dans cette affaire
Parce que dans toute procédure pénale, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire du point de vue des droits fondamentaux, du point de vue de garantie des droits de la défense. Et il ne faudrait pas oublier que nous sommes en matière pénale. En cette matière, la preuve est libre. Maître, moi je voudrais vous poser une question au regard de vos connaissances sur le droit et au regard de vos connaissances sur la Constitution congolaise. Matata Ponyo est-il redevable devant la Cour constitutionnelle? Parce que lui dit non. Bon, en fait, devant la Cour constitutionnelle, en matière pénale, en droit constitutionnel pénal congolais, la Cour constitutionnelle elle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. En fonction. Pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a 4 infractions. Dans l'exercice, non, l'élément fondamental, c'est l'exercice des fonctions. Si un président de la République, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, commet une infraction, par exemple pour le cas de président du Premier ministre, la Cour constitutionnelle, par exemple, l'infraction, il y a 4 infractions, il y a la haute trahison, il y a les délits d'initié, il y a l'outrage au Parlement qui ne peut être commis que par le Premier ministre parce que le président de la République n'est pas rédévable devant l'Assemblée nationale. Mais ça suppose qu'on parle du président et du Premier ministre en fonction. Oui, l'exercice des fonctions. L'exercice des fonctions. C'est un élément fondamental. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que même quand vous quittez les fonctions présidentielles et que la prescription, parce qu'il y a 2 prescriptions au droit pénal, il y a la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. La prescription de l'action publique, une fois dépassée, éteint l'action publique. C'est-à-dire pour ces infractions-là, vu le délai passé, on ne peut plus les poursuivre. Il y a extinction de l'action publique. Même si vous quittez la présidence de la République et que le délai de l'action publique demeure, on peut intenter une action parce que l'infraction ne va pas rester impunie. Même concernant toute fonction, c'est un principe de droit pénal. C'est-à-dire les infractions sont commises à l'occasion de l'exercice des fonctions. C'est l'élément fondamental pour établir la compétence matérielle. Pour faire comprendre à ceux qui sont à la maison, parce que là je suis un peu perdu. Oui, à des termes simples. Je veux revenir à mettre... à des termes simples. À des termes simples. Oui. Pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions ou dans l'exercice des fonctions, on peut vous poursuivre pendant que vous êtes en fonction ou lorsque vous avez quitté les fonctions conformément au délai de la prescription. Parce que le Code pénal livre 1 pose le principe de délai de l'action publique pour des infractions, par exemple, punissables de 5 ans, de 0 à 5 ans, la prescription de l'action publique est de 3 ans. C'est-à-dire, dépasser 3 ans, on ne peut plus poursuivre ces infractions. Il y a des délais, en fait. Alors ça, c'est un autre débat matériel. Oui, attendez, avant que vous continuez, évidemment, vous êtes d'accord avec ça? Non. Parce que vous, l'explication est différente. Oui, c'est très différent. Et moi, je veux devoir soutenir ce que j'ai dit par des dispositions. Oui, allez-y. C'est-à-dire, lorsque un président de la République a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions en RDC, dès qu'il n'est plus président, il est géré par une autre loi. C'est la loi portant statut des anciens présidents de la République. Ce n'est plus la loi qu'il est géré pendant qu'il était président de la République. Ah bon? Oui, il existe une loi portant statut des anciens présidents de la République. C'est-à-dire pour tous les actes commis pendant qu'il était président de la République, il y aura des poursuites s'il n'y a pas encore prescription, mais pas en rapport avec la loi portant sur la Cour constitutionnelle, mais ce sera sur cette loi-là. C'est une loi spéciale sur les statuts des anciens présidents de la République. Et pour le Premier ministre? Pour le Premier ministre, il n'a pas de juge naturel s'il devient ancien Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'en droit constitutionnel, en droit pénal constitutionnel, les présidents de la République et les premiers ministres sont les 2 seules personnalités justiciables devant la Cour constitutionnelle pendant qu'ils sont en fonction, ainsi que leurs complices ou co-auteurs. Mais lorsque ils ne sont plus en fonction, il n'y a aucune loi en RDC qui gère le Premier ministre, ancien Premier ministre. Il n'y a qu'une loi qui gère l'ancien président de la République. Donc on les sort de là. Et la preuve de ce que je dis, c'est l'article 167 de la Constitution qui vous donne la sanction. C'est la déchéance. Peut-on déchoir quelqu'un qui n'est plus Premier ministre? Peut-on déchoir quelqu'un qui n'est plus président de la République? C'est-à-dire l'idée même du législateur, c'est la déchéance lorsque vous êtes poursuivi en tant que président de la République ou vous êtes poursuivi en tant que Premier ministre
la condamnation devant la Cour constitutionnelle entraîne automatiquement votre déchéance. Donc là, toutes ces lois-là sont liées. Sont liées, c'est-à-dire là, le législateur n'a pas pris le temps de faire son travail sur l'ancien Premier ministre. Il a dépiécé le président de la République et il a oublié l'ancien Premier ministre. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, que la porte de la Cour constitutionnelle pour un ancien Premier ministre est hermétiquement fermée. Il n'y a pas une disposition légale qui donne au procureur général le pouvoir d'aller frapper cette porte qu'on lui ouvre pour qu'il les saisisse. C'est cette nuance-là. Sinon, la loi portant statut des anciens présidents de la République ne serait pas et Maître Bilal, je pense aujourd'hui. Il a un avis un peu contraire. En fait, la déchéance, c'est une sanction qui suit la condamnation. Parce que la condamnation, c'est conformément au Code pénal livre premier, par rapport aux peines prévues. Il y a la privation de liberté, il y a beaucoup de peines qui sont prévues par le Code pénal livre premier, mais parce qu'il peut arriver qu'on poursuive la personne dépositaire d'une fonction publique, alors on ajoute la déchéance, c'est-à-dire lorsqu'il est condamné à une peine quelconque, conformément au Code pénal. Alors, quand on est condamné et qu'on a été poursuivi pendant l'exercice des fonctions, alors on est déchu de ses fonctions, parce qu'on ne peut plus exercer ses fonctions compte tenu de l'indignité. Bon, en ce qui concerne d'autres débats, je vous ai dit que j'ai beaucoup de réserves sur ces questions. Il y a beaucoup à dire. On va poursuivre avec les autres invités. Voilà. Alain Bolodja. Alors, le secrétaire général des Nations Unies dit que cette affaire est perçue comme une menace à la stabilité politique et à la cohésion nationale. Quelle est votre lecture par rapport à ce sujet? Bon, je crois que peut-être vous vous êtes déjà rendu compte. Je ne voudrais pas me lancer dans le débat des juristes. Oui. Nous avons plus adopté une approche purement politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les juristes n'ont pas la même appréciation, la même interprétation de certaines dispositions de la Constitution. C'est que moi je sais, au regard de tout ce qui a été dit, le juge pénal d'un ancien Premier ministre n'est pas dans la Constitution. Et vous le partagez aussi? Non, mais effectivement, parce qu'apparemment la Constitution est suffisamment claire sur cette question. Nous devons plutôt avoir le courage de réviser certaines dispositions de la Constitution et de créer un juge naturel pour l'ancien Premier ministre. Ou sinon élargir les compétences de la Cour constitutionnelle. Comment peut-on expliquer? La Constitution qui insiste sur le rôle de la Cour constitutionnelle a oublié ou semble oublier qu'il y aurait effectivement un ancien Premier ministre qui pourrait poser des actes lors de l'exercice de ses fonctions et après on n'a rien prévu. C'est quand même grave parce que dans la République... Mais ça profite à qui? Non, mais en principe, ça devait profiter à l'accusé. Ça profite à l'accusé? En principe. Je ne suis pas juriste, oui. Mais selon ma compréhension, lorsque la Constitution est muette, ça profite à l'accusé. Lorsque la loi est muette? Oui, lorsque la loi est muette. Oui. Dans le cas d'espèce, c'est la Constitution qui est muette. Sur la question du Premier ministre, ça pose problème. Si seulement nous avons le courage de reconnaître que nous avons une Constitution qui n'a pas su anticiper sur les éventualités telles que avoir un ancien Premier ministre responsable de la gestion et à la fin il part, on n'a pas la possibilité. Mais alors, puisque vous apportez des analyses sur le plan politique, alors comment vous analysez le fait que nous soyons passés du premier, comment on appelle ça, premier, deuxième, troisième, quatrième réquisitoire, et puis une contradiction à la fois, un moment, entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. On est parti à la Cour de cassation, on est rentré. Non mais effectivement, voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous préconisons déjà une nouvelle constitution qui doit intégrer toutes ces réalités. Voyez-vous? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons au moins la possibilité d'en débattre. Oui. Et ces débats-là mettent à nu les insuffisances de cette constitution. Comment peut-on expliquer la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, les juges pénals d'un président de la République? C'est la Cour constitutionnelle qui constate la constitutionnalité de lois et des actes. C'est-à-dire que les actes de la Cour constitutionnelle doivent être conformes à la Constitution pour que cette Cour arrive à imposer la vision de la Constitution dans les actes des autres. Donc aujourd'hui, la Cour est contre la Constitution? Non, aujourd'hui, la Cour est trop courte. C'est-à-dire quoi en clair?
C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle n'est pas en mesure de garantir la constitutionnalité de ses propres actes. Voilà. Ça, c'est un autre débat. Parce que dans les débats de société, vous savez, aujourd'hui, quand on nous voit en dehors de nos frontières, tout le monde se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte de boulimie ou une sorte d'obésité de connaissance de nos juristes. Ils doivent arriver effectivement à reconnaître que la Constitution a été muette sur cette question. Voilà pourquoi vous trouvez la Cour de cassation commence une procédure, on lui dit non, arrête, ce n'est pas toi, on passe à la Cour constitutionnelle, on doit saisir le Congrès, on doit saisir la Chambre du Sénat. Des hésitations des hommes de droit. Non, mais ça, ce n'est même pas le droit. Ça, c'est l'influence politique. Ce n'est pas le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'influence politique, ça veut dire qu'il y a une main politique sur les hommes de droit. Effectivement, ce qui fait que les juristes congolais prennent position par rapport à leur position politique. Si vous êtes proche des Matata... Même quand ils sont dans des institutions. Si vous êtes proche des Matata, vous défendez la thèse de Matata. Si vous êtes proche de ceux qui veulent voir Matata partir ou mourir, tout ça, vous prenez position. Et nous qui sommes au mépris de la loi, nous qui sommes des incultes dans leur domaine, nous nous rendons compte qu'effectivement, la donne politique a une ascendance sur la donne juridique, et le courage que nous devons opter aujourd'hui, c'est de changer la Constitution, de prévoir à ce que le juge des anciens premiers ministres soit la Cour constitutionnelle. En ces moments-là, on va résoudre le problème. Parce que, essayez un peu de vous imaginer. Rapidement. Si M. Matata n'était pas sénateur, on n'allait même pas parler de la Cour de cassation. Alors, qui serait son juge? Parce qu'aujourd'hui, on en parle justement parce qu'il est sénateur. Mais il y a des anciens premiers ministres qui ne sont ni sénateurs ni députés. Et s'ils ont posé des actes, ils ne seront-ils pas poursuivis? Et pourquoi la Constitution n'arrive pas à nous aider à comprendre? C'est justement parce que le Constitution a été limité. Ils n'ont pas su intégrer cette variable qui s'est justifiée aujourd'hui par le fait qu'il y a un ancien Premier ministre qui est aujourd'hui sénateur, qui a eu à gérer et qui ne peut pas être jugé. Voilà, Monsieur Alexandre Chouet, est-ce que ce n'est pas là une façon de faire pression sur les juges de la Cour par rapport à ce rapport? Non, je pense que si le secrétaire général a pris position, il est libre de donner son avis sur une question de grande importance pour un pays aussi important que la RDC, parce que la RDC, comme je disais tout à l'heure, occupe une place de choix en Afrique et dans le continent. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense que c'est une interprétation, comme j'ai fait remarquer tout à l'heure, parce que si je fais un rapprochement entre les points de vue du secrétaire général et ce que le président de la République a dit à l'Est, je dirais que les deux parlent un même langage. Et là, donc, il y a lieu de se demander qu'est-ce qui se passe effectivement au niveau de la justice congolaise, parce que c'est le magistrat suprême qui est en train de parler. Pourquoi lui, il a une lecture sur la question et la procédure continue? Pourquoi le gouvernement n'a pas eu à interpeller la justice? C'est vrai qu'il y a séparation de pouvoir, mais quand on se rend compte qu'il y a une situation qui ne va pas enchanter le pays par la suite, eh bien, il y a lieu de voir que faire, c'est-à-dire pour arrêter l'hémorragie, au lieu de laisser les choses progresser comme c'est le cas actuellement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas une pression, mais c'est d'abord un point de vue exprimé. Et lorsqu'il parle de la cohésion, mais nous sommes africains, nous sommes congolais, nous avons nos habitudes, notre culture, notre façon de vivre. Matata, c'est un monsieur. Il a de la famille. Il a des amis. Il a aussi derrière lui beaucoup de gens. Mais quand on voit une personne comme Matata être inquiétée pour des choses qui ne seraient pas vraies, il y a lieu de se poser des questions. Et tous ceux qui sont avec Matata peuvent se dire, mais finalement, c'est quoi? Et du coup, ça fragilise la société. Parce que certaines personnes peuvent aussi aller vers une sorte de répugnance par rapport à la conduite de l'action gouvernementale. Mais est-ce que c'est à l'avantage du pays aujourd'hui? Non, parce que déjà le pays est fragile. Regardez avec ce qu'on a connu les années passées, ce qu'il y a actuellement à l'Est. S'il faut qu'il y ait encore des divisions internes, est-ce que ça va profiter à la gouvernance du pays? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'on prenne le courage de reculer. Et je l'ai dit tout à l'heure là à un ami, c'est qu'on devient grand dans la vie lorsqu'on accepte la possibilité de commettre des erreurs et surtout de les corriger pendant que le temps nous est donné de corriger. Voilà. Monsieur Frédéric Tchinguech, évidemment. Maître Frédéric, au regard de vos expériences passées, vous êtes avocat, vous avez défendu des dossiers, des cas. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de vivre
une mauvaise expérience où les politiques ont une influence sur les juges. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? Est-ce que ça arrive? Évidemment. Vous savez, nous sommes dans un pays où le pouvoir judiciaire n'a pas sa liberté. Moi, j'ai connu des cas où j'ai même écrit à certains ministres de la Justice dans le temps pour le faire voir que quand vous trouvez que le ministère de la Justice tente d'interférer dans une affaire ou au moment de l'exécution pour dire soit on exécute, soit on n'exécute pas, moi j'étais très clair pour démontrer que le ministère de la Justice n'était pas du pouvoir judiciaire, il était du pouvoir exécutif et il violait l'article 151 de la Constitution qui exige la séparation des pouvoirs parce que vous siégez au gouvernement et vous revenez en justice pour donner l'ordre sur nos magistrats, ça ne va pas. Donc ça signifie déjà que nous avons un pouvoir judiciaire qui est quelque part pris en otage parce qu'il ne peut pas bouger, parce que le ministre qui est là est du gouvernement, c'est déjà un grand problème. Quand le gouvernement prend une décision sur l'appareil judiciaire, c'est facile que cette décision s'exécute sans problème. Donc c'est une question qu'il faut arriver un jour à résoudre pour que l'indépendance de la justice soit réelle. Nous avons des magistrats, un magistrat même, moi je pense même que le poursuite contre Matata Ponyo, je pense qu'un magistrat, il y a des actes qu'il ne poserait jamais. Mais on sent qu'un magistrat tellement intelligent et puis il est près de la Cour constitutionnelle, quand on examine certains des actes, par exemple quand il sollicite par voie de réquisitoire la levée des immunités, si nous revenons dans l'idée que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre pouvait être poursuivi par lui, mais le déclenchement de la procédure, c'est par un congrès. Est-ce qu'un congrès peut siéger pour quelqu'un qui n'est ni Premier ministre ni président de la République? C'est quelle disposition qu'il est dit? Donc, Matata n'est plus Premier ministre, il n'est pas président de la République. On ne peut pas solliciter un congrès qui va siéger pour quelqu'un qui n'est ni Premier ministre ni président. Vous comprenez que... Alors ce cirque-là a été vu par les Nations Unies. Nous, tout le monde comprend. Même moi, je l'ai dit même sur votre plateau une fois, pour dire que c'était impossible que l'on comprenne en tant que juriste et orthodoxe même en matière de droit, comprendre que une personne qui n'est ni Premier ministre ni président, on sollicite pour elle la levée des immunités devant un congrès. Donc on lui donne beaucoup de pouvoirs qu'il n'a pas. Donc si nous lisons l'esprit du législateur de notre Constitution, nous comprenons que les ministres dont on parle là, c'est un ministre en fonction. Parce que les déclenchements même de ces poursuites sont déclenchés par un congrès et non tel qu'on l'a fait par devant un bureau du Sénat pour obtenir. Je vais compléter cette question, Maître Tchinguez. Alors, au cours d'une plénière au Sénat, un sénateur soulève une motion incidentielle pour rappeler au président du Sénat que nous avions rejeté au cours d'une plénière au mois de juin la demande d'élever des immunités. Comment se fait-il que notre collègue Matata Ponyo soit encore poursuivi devant la justice à un dossier sur une affaire que nous, sénateurs, avions refusé d'élever les immunités? Alors vous avez la réponse du président du Sénat qui dit c'est une affaire qui est auprès de la justice, il ne peut pas s'y mixer. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Oui, je vous ai dit que le procès de Matata, c'est la copie collée du procès de Jésus-Christ. Je l'ai dit, parce que c'est quelqu'un qui est livré par le sien et condamné parce que la foule a crié. C'est comme ça que Jésus fut condamné. Aujourd'hui, on peut avoir la chance parce que nous tendons vers un état de droit. Le Sénat, les décisions du Sénat sont sans appel. Si le Sénat a déjà pris une décision, on ne revient plus pour solliciter. C'est sans appel. C'est comme ça que ça se passe? C'est sans appel, parce qu'il n'y a pas une procédure qui vous demande de retourner devant le Sénat. Sinon, on va retourner 20 fois et c'est de l'insécurité. Non, mais je vais voir ça avec... Maître Bilal, par rapport à ça, il y a des irrégularités qui ont été soulevées par vos prédécesseurs. Est-ce que c'est du forcing que nous sommes en train d'assister? Oui, en fait, par rapport à la position du Sénat, en fait, pour des raisons pédagogiques, la compétence de la plénière est une compétence d'attribution. Parce que en droit public, la compétence est d'attribution. Les constituants attribuent la compétence d'autoriser, pas d'élever des immunités, d'autoriser des poursuites contre un membre de l'Assemblée délibérante, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, à la plénière pendant la session, que ce soit la session ordinaire ou extraordinaire. C'est une compétence exclusive de la plénière. Il n'y a aucune autre instance compétente en cette matière-là. Alors, pendant la vacance parlementaire,
la compétence d'autoriser les poursuites contre un membre d'une assemblée délibérante, Sénat ou Assemblée nationale, est dévolue exclusivement au bureau. Donc c'est deux compétences de deux organes différents. Et le droit est clair là-dessus. Les constituants n'ont pas entretenu de flou. Oui. Donc de ce point de vue, c'est pour des raisons pédagogiques. Alors, je voudrais aussi pour des raisons pédagogiques, parce que cette question dont nous débattons aujourd'hui sur la compétence de la Cour constitutionnelle à poursuivre soit le président de la République, soit l'ancien, soit le Premier ministre en fonction, soit l'ancien, a été débattue avec beaucoup de maestria à l'an 4 de la Constitution 18 février 2006, je crois en 2010, à l'occasion d'une grande conférence. Je me rappelle que le professeur Vundoa nous posait une question fondamentale, celle de savoir si, à 10 jours de la fin de son mandat, un président de la République comparaît devant la Cour constitutionnelle, jugé, alors qu'il n'y a pas encore de jugement, les condamnant ou l'acquittant. Juste, on arrive à la fin de son mandat, il finit son mandat, pendant qu'il est devant la Cour constitutionnelle, il fait la passation de pouvoir. Et à la fin, il est condamné. Quel sera le sort de la déchéance? Va-t-on le poursuivre ou pas? C'est une des questions que le professeur posait. Pour un Premier ministre qui est devant la Cour constitutionnelle et qu'en même temps, 2 jours après, l'Assemblée nationale vote une motion de censure contre son gouvernement et il est réputé démissionnaire, quel sera son sort? La Cour ne va-t-elle pas prononcer la condamnation? En fait, c'était des questions pédagogiques. Pour vous dire que j'ai beaucoup de réserves sur cette question parce que j'ai été consulté par l'un des prévenus et je ne peux pas me prononcer. Il y a des choses à dire devant le juge. Les avocats ont un rôle prépondérant et les respects des droits fondamentaux des personnes poursuivies doit aussi être observé. Et voilà. Une autre question sur d'autres préoccupations soulevées, peut-être par rapport, et c'est du forcing, tout ça? Donc, forcing ou pas. Bon, le plus important en matière pénale aussi, c'est que le procureur, vous savez, les procureurs comme la police agissent par excès, par défaut par moment en procédure pénale. Parce que c'est Matata Ouria. Non, bon, ça c'est Matata Ouria. Le procureur, par moment, on peut juger lors de poursuites pénales, lorsque le procureur met en mouvement l'action publique, on peut dire qu'il est dans l'acharnement contre notre client. Mais il faudra démontrer devant le juge beaucoup de choses, parce qu'en matière pénale, le juge est actif. Il peut se prononcer sur les champs et la preuve est libre. Je suis heureux que les gens comparaissent librement, trouvent tous les moyens, tous les droits pour se défendre et démontrer devant le juge qu'ils sont innocents et qu'ils ont été poursuivis faussement. Donc moi je suis partisan des droits de la défense parce que j'aime les contradictoires. Je suis aussi un partisan des assises. Il y a déjà la contradiction de l'autre côté. Complétez rapidement pour on va terminer. Vous n'êtes pas d'accord sur quel point? Moi, personne ne peut poursuivre mon client si sur le plan de la forme, tout est biaisé. C'est-à-dire, ça c'est le principe. Pour moi, je ne peux pas aujourd'hui me dire que je peux aller défendre un client sur la question de sa culpabilité ou son innocence si, c'est pourquoi j'ai soulevé l'article 16 de la Constitution. Nul ne peut être poursuivi, détenu, arrêté, ni condamné qu'en vertu de la loi et dans la forme que la loi prescrit. Aussi longtemps que la procédure est violée, je ne plaiderai que sur ça, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle me réponde. C'est ça ma défense à moi. Je n'irai pas sur des questions de est-ce qu'il a fait, il n'a pas fait. Là, donc vous êtes procédurier. D'abord, nous sommes sur la forme, aussi longtemps que la forme n'est pas respectée. Là, vous êtes en train de dévoiler vos plans. Donc, je le dis parce qu'il y a des questions de droit ici. Vous savez, ça c'est... Vous venez de nous dire que ça a été porté devant le Conseil de sécurité. Effectivement. Donc c'est une question d'actualité, on en parle dans tous les salons. Et à combien plus forte raison, nous les juristes et avocats de surcroît. Donc nous avons intérêt aussi, lorsque nous parlons de questions de droit, d'être clairs et précis. C'est ce que je dis, dans une matière pareille, nous sommes sur la forme et nous mourrons sur la forme. Voilà, pour terminer, M. Choué, parce qu'on va terminer avec M. Bolodja, est-ce que c'est un procédé lente, comme certains... Mais oui, bien sûr, cher ami. Mais il n'y a pas besoin de discourir là-dessus. Les choses sont très claires.
Parce que lorsque le bureau du Sénat a été contacté pendant les vacances, c'était pour la question de la gestion de la dette des biens aériennisés. La procédure a été enclenchée et au bout du compte, on s'est rendu compte que le dossier était creux ou sinon vide. Moi, je pense que pour des choses pareilles, sur certains celui qui a enclenché la démarche devait prendre des excuses. Ou il aurait pu être sanctionné aussi parce que vous embarquez le ministère public dans une démarche alors qu'il avait pris le soin d'examiner en profondeur la question. C'est quand même grave. À un moment donné, il y a eu un spectacle autour de la personne de Matata. On nous a parlé des cartes bancaires. Certains ont dit que c'est Matata qui a créé les cartes bancaires pour voler l'argent. Mais avant que Matata ne soit en fonction, en 2009, moi-même personnellement, j'étais en mission en Amérique avec l'ancien ministre des Finances. Il avait une carte bancaire. Comment est-ce que Matata pouvait créer les cartes bancaires alors qu'il n'a jamais été membre du gouvernement en ce moment-là? Vous voyez qu'il y a un problème qui dérange. On quitte cette affaire des cartes bancaires, on va sur d'autres dossiers, le bâtiment qui abrite le gouvernement. Est-ce que les gens savent combien payer la réplique autrefois pour le loyer? À l'époque, j'ai été à une réunion au ministère de l'économie dans le bâtiment de l'ONATRA. On reçoit des hommes d'affaires pour qu'ils puissent investir dans le pays. Mais le bâtiment qui a accueilli la réunion ne sentait pas bon. Est-ce que c'est une bonne image pour la République? Aujourd'hui que ce bâtiment est là, quelles sont les économies que nous réalisons par rapport au loyer payé? Qu'est-ce qu'on a comme prestige par rapport à ce bâtiment? Mais ça vient d'où? C'est la gestion de Matata. Et nous quittons ces aspects-là. On prend l'entreprise de transport aérien Congo Airways. C'est toujours sous Matata. Transco, mêmement. Et certaines personnes, au lieu de regarder les bienfaits, on cherche le diable là où il n'est pas. Mais moi, je pense que c'est quand même... c'est pas digne. Et quand on parle encore de la responsabilité intellectuelle par rapport au parc agro-industriel, mes chers amis, j'ai été, moi, envoyé par ce pays, en Chine, étudier les modalités de développement de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est aujourd'hui un modèle de développement. Il n'y a pas de démocratie à 100% selon le système occidental, mais la Chine a réalisé des progrès, si bien que la Chine a battu la France, a battu l'Allemagne, tous ces pays. La Chine est deuxième au monde actuellement. Mais arrivé là-bas, les Chinois nous ont dit que nous avons fait des parcs agro-industriels pour vaincre la faim en partie, parce qu'il y a encore la pauvreté, mais ils avancent. Mais alors, si eux ont pu faire ça et réaliser des prouesses, pourquoi pas nous? Et si Matata a porté un tel projet, c'est ça le péché que Matata a commis. Vous voyez qu'il y a un problème. Je pense qu'on devrait te dire merci à Matata par rapport à cette réflexion. Parce qu'il y a un député, honorable Ndobassi, je crois, qui a eu à parler. Mais on ne l'a pas écouté. Vous voyez qu'il y a un problème. Des hommes aussi importants, députés, qui prennent la parole pour expliquer les difficultés qu'on rencontre au niveau du parc. Il y a une récolte à faire, mais ceux qui sont commis à la moisson ne sont pas payés. Et on ne fait pas d'effort pour les payer. Et la moisson est en train de pourrir. Mais c'est une contradiction. Alors que la RDC est comptée parmi les pays qui font face à de sérieux problèmes de malnutrition au monde. Si pas parmi les 3 derniers au monde. Mais c'est une honte. Alors que nous avons un sol très riche. Vous voyez, donc tout ça sont des contradictions qui montrent qu'il y a un malaise profond. Moi, personnellement, si j'avais l'occasion de voir le président de la République, je lui dirais, monsieur le président de la République, si vous avez l'occasion, de temps en temps, d'utiliser les services de Matata Ponyo comme conseiller, même occulte, faites-le. Parce que c'est un homme intelligent, qui a l'expérience et qui peut aider ce pays. Parce que j'ai été avec lui à l'étranger, j'ai vu comment est-ce que plusieurs présidents ont voulu écouter Matata, savoir pourquoi Matata a pu faire ça à tel moment, pourquoi Matata. Et je vais finir par là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. On vante, on dit X, Y. Mais si on faisait l'analyse profonde de la situation, on se rendait compte que c'est une chose que Matata a eu à dire autrefois. La question, par exemple, de la mobilisation des réserves. Matata s'est battu avec la Banque centrale à l'époque pour qu'on puisse assurer un bon rapatriement des devises. Mais il y a eu un combat politique autour de la chose. Matata s'est battu avec la Banque centrale autour de la question de la BIAC à l'époque. Voilà un peu ça. Aujourd'hui, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a mis en place les contrats de performance. Mais c'est Matata qui a commencé ça. Il est en train de suivre le modèle Matata. C'est vrai que ça porte des fruits. Mais c'est pour dire que Matata a une certaine longueur d'avance dans sa façon de voir et de faire les choses. Et donc, c'est quand même un bénéfice de ce pays. Il faudrait le traiter avec considération. Voilà, M. Bolodia. Bon, je ne partage pas totalement l'approche du professeur, mais je crois qu'il y a du bon dans ce qu'il a dit. Vous savez, pour que notre pays soit stable,
il faut que le dirigeant rende compte. Voyez-vous? Chaque fois que vous assumez de fonction, vous devez vous assumer aussi. C'est-à-dire que quand vous prenez des décisions, il faut savoir comment l'assumer. Ça, c'est un principe. Mais la question ici de Matata, il y a deux volets. Premièrement, par rapport à la procédure, et deuxièmement, par rapport au fond. Par rapport à la procédure, nous tous, nous savons que la procédure n'a pas été respectée. Parce que lorsque l'IGF a commencé avec le dossier, on a parlé de la Cour de cassation. Ce qui est surprenant, les juristes n'ont pas tari de mots pour justifier la démarche. Et après, on nous dit, non, ce n'est pas la Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle. Et là aussi, les juristes n'ont pas manqué de mots. Ils ont cherché à justifier. Mais bon Dieu, je ne suis pas juriste. Je voudrais entendre de la part des juristes qui nous disent, que disent clairement la Constitution sur le jugement, probable jugement d'un ancien Premier ministre sur des questions de gestion. Jusque-là, personne ne nous a convaincus. Parce que lorsqu'on dit la compétence et d'attribution, Maître Frédéric l'a dit. La compétence et d'attribution, bien évidemment. Mais quelle est la disposition qui dit que la Cour constitutionnelle peut-elle juger un ancien Premier ministre? Là aussi, là, il n'y a pas de clarté. C'est vrai qu'il a été en exercice, il a eu à assumer de fonctions. Là, nous sommes d'accord. Mais qui est son juge naturel? Ça, nous attendons parce que nous en avons vraiment besoin. Et deuxièmement, par rapport à l'attitude du Sénat, il faut reconnaître que le Sénat n'a pas traité sous ces dossiers parce qu'il était convaincu, mais c'était justement pour éviter la clameur publique. Qu'est-ce qui a fait que, juste après... Pour éviter la clameur publique, c'est-à-dire les sénateurs avaient peur. Non, mais le Sénat a eu peur de ne pas continuer avec son postulat. Le Sénat a préféré livrer effectivement M. Matata parce qu'il y avait un dossier. On disait à la population, on ne veut pas rendre justice, on protège Matata parce qu'il est du Sénat et parce que Bahati. Ce qui veut dire que la décision était plus politique que judiciaire. Et un autre élément, c'est par rapport à la levée des immunités. Ce qui est surprenant. Moi, j'ai vu, lorsqu'on a envoyé la première requête, la première demande, on a vu que le Sénat, c'était le même dossier. Le Sénat ne pouvait pas statuer du fait qu'il y avait des éléments qui manquaient, et aussi problème de procédure. Et après, comme l'a dit d'ailleurs Maître là-bas, on est venu avec un autre dossier sur la je crois que c'est le prof, sur la aérianisation, on lève les immunités, et après on veut encore revenir sur le premier dossier. Pour lequel les immunités n'ont pas été élevées. Comment peut-on justifier ça? Parce que c'est que moi je sais, lorsqu'on lève les immunités, la demande doit être précise. La mise en accusation d'un Premier ministre doit être précise. On doit tabler sur le dossier et aussi sur l'instance habilitée à les juger. Et fort malheureusement, dans ces ping-pong-là, on s'est rendu compte, comme tout le monde, qu'il y a effectivement une main noire, bien que nous connaissons la main, il y a une main noire, mais moi je voudrais que l'on débatte de plus en plus sur cette question et même arriver à déceler les faiblesses de la Constitution pour que cette fois-là, que nous ayons une nouvelle Constitution qui va nous empêcher, nous éviter ces genres de spectacles. Merci. Merci à vous, Frédéric Tchingej, de votre participation, Éric Bilalé, Alain Bolodja, ainsi qu'Alexandre Chouet. Merci aussi à Floride Zantoto. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.